Président assassiné, pays infesté par les mercenaires, lutte pour l'indépendance sabotée et boycottée, c'est l'histoire des Comores, un archipel idyllique paradisiaque qui malheureusement a été impacté par son positionnement hautement stratégique. En effet, cet archipel est situé en plein cœur de l'océan Indien et très vite, ça a attisé le machiavélisme de l'ancien colon, en l'occurrence la France, combiné à l'avidité d'une bonne partie de sa scène politique locale. Quelle est l'histoire des Comores avant, pendant et après la colonisation? Qui sont les acteurs phares de cette instabilité? Tant de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Asseyez-vous confortablement, prenez un petit verre de jus d'orange. L'histoire des Comores, c'est maintenant. Bonjour, je suis Mr. Arès, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de culture afro, d'histoire afro, de géopolitique afro. Si tout ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Avant de continuer la vidéo, petite page de pub pour notre partenaire de jour, Made in Immigration. Cette vidéo est sponsorisée par Made in Immigration. Made in Immigration, c'est une marque de vêtements, mais c'est bien plus que ça. C'est un projet qui m'a séduit et vous allez comprendre pourquoi. La team, aujourd'hui, je viens vous présenter bien plus qu'une marque de vêtements. C'est un cri de fierté cousu au fil de notre histoire. Cette marque est une marque qui rassemble, qui représente, qui met la lumière sur le continent africain. Que tu viennes de Dakar, d'Alger, d'Abidjan, de Kinshasa, Douala ou d'ailleurs sur le continent africain, cette marque est la tienne. Chaque pièce est conçue avec un tissu premium ultra confortable. Mais surtout, chaque vêtement raconte notre histoire, notre culture, notre solidarité, notre héritage. Donc naturellement, porter du Made in Immigration, c'est une façon de dire que tu es fier d'être africain, tu es fier de venir du berceau de l'humanité. Donc si vous aussi vous reconnaissez dans ces propos, n'hésitez pas à aller sur le site de Made in Immigration pour choper vos articles et vous m'en direz des nouvelles. En plus de cela, les vêtements sont livrés assez rapidement, on parle d'environ 5 jours grand maximum. Mais attention, les stocks s'écoulent assez vite parce que Made in Immigration, c'est un peu comme de la loco dans une bonne soirée ou si vous voulez, du Makemba. Donc n'hésitez vraiment pas à aller choper vos articles avant qu'il y ait une rupture de stock. Avec Made in Immigration, nous sommes fiers de nos racines, libres dans nos styles. Au cœur de l'océan Indien et à l'entrée du canal du Mozambique, les Comores forment un archipel constitué de 4 îles. Grande Comore, Anjouan, Moélie, Mayotte. Malgré leur petite taille, ces îles ont connu une histoire riche, faite de rencontres, de conflits et de résistance. En effet, bien avant l'arrivée des Européens dans la région, il faut dire que cet endroit-là était le lieu de passage et d'échange entre plusieurs peuples, il faut le dire. Parce qu'à partir des premiers siècles de notre ère, il faut dire que de nombreux peuples sont installés dans la région. On dénomme notamment les Africains venus de l'Est, notamment les Bantous. On a également les Arabes, on a les Perses, on a même des Asiatiques venus du sud-est de l'Asie. Et tout ça a constitué vraiment une population fortement métissé qui va vivre au rythme de brassage culturel. En effet, dès le 8e siècle, l'islam commence à s'implanter grâce aux marchands omanais et yéménites venus pour le commerce. C'est au 14e siècle que l'islam devient une force politique majeure avec l'arrivée des dynasties d'origine perse. Ces derniers fondent les sultanats islamiques, appliquent la charia et renforcent les liens avec le monde arabo-musulman. Mais il faut également mentionner que cette arrivée a également amené dans la région en tout cas, de façon officielle, l'esclavage, la traite orientale ou si vous voulez la traite arabe. Et c'est un événement qui est très important à mentionner également. Quoi qu'il en soit, chaque île avait son sultan et fonctionnait vraiment pour pilier l'islam. Mais à partir du 19e siècle, la France a commencé à lorgner un peu sur cet archipel parce qu'elle voulait étendre son influence dans la zone de l'océan Indien. D'autant plus que les sultanats ont commencé à être fragilisés de par des querelles internes, de par des guerres internes et de par également l'attaque des royaumes malgaches. En 1841, un prince malgache réfugié sous le nom de André Antsuli, devenu sultan de Mayotte sous le nom de Bouaina Sidi, vend l'île à la France pour des raisons financières mais aussi pour la protection de ces derniers. 2 ans plus tard, la France prend officiellement possession de Mayotte. L'esclavage y est aboli mais remplacé par le travail forcé sous la forme d'engagisme. Les 3 îles, Grande Comore, Anjouan et Moélie, restent indépendantes jusqu'en 1886, date à laquelle elles passent sous le protectorat français dans le contexte de la conférence de Berlin. En fait, à partir de 1912, la France va transformer le protectorat des Comores en une colonie qui sera administrée depuis Madagascar. Et dans cette lancée, les Français, à travers la colonisation, vont affaiblir les sultans, vont imposer les lois, vont s'accaparer des terres pour la culture de la vanille, du girofle, destinée à l'exploitation. Les Comoriens soumis au régime de l'indigénat vivent sans véritable loi. Quant à elle, l'île de Mayotte qui a été colonisée depuis bien plus longtemps et qui a vu l'avènement de beaucoup de colons sur l'île, on va dire, va bénéficier d'infrastructures et d'un développement beaucoup plus considérable que les 3 autres îles. Mais à partir des années 40, va commencer à éclore sur l'île une élite, un courant de pensée visant à demander l'autonomie, visant à lutter pour avoir des meilleurs droits. Ce sera le début du chemin vers les indépendances.
En fait, au courant des années 40, alors que l'archipel des Comores est sous domination française, vont commencer à avoir des courants de pensée, des mouvements politiques, des expressions même de la volonté des Comoriens d'avoir des meilleurs droits. C'est dans ce contexte donc qu'en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la conférence de Berlin, que les Comores deviennent un territoire d'outre-mer et doté d'un conseil régional élu. À cet effet, on assiste à l'ascension de Saïd Mohamed Cheikh, médecin respecté et fondateur du Parti vert, principal mouvement modéré. Bon, on va faire simple, hein. Quand dans le vocabulaire colonial, on dit qu'un parti est modéré, ça veut plutôt dire que ce parti est beaucoup plus complaisant, est copain-copain, n'est pas forcément enclin à entamer une vraie lutte. Donc concrètement, le Parti vert, à travers M. Saïd Mohamed Cheikh, était un parti qui était plutôt soutenu par la France, et pendant pratiquement 2 décennies, ce parti-là a régné vraiment avec une forte hégémonie sur la scène politique comorienne, avec le soutien de la France. Ça, il faut vraiment le préciser. Mais aux côtés de Saïd Mohamed Cheikh, au sein du Parti vert, un autre homme va commencer à connaître une petite ascension. Et cet homme, c'est M. Ahmed Abdallah. Planteur et commerçant influent dans Juan, il commence à tisser les réseaux économiques et politiques au sein de l'archipel. Mais attention, toute l'élite comorienne n'était pas disposée à faire copain-copain avec la France, n'était pas disposée à, soi-disant, prétendre à une lutte pour l'indépendance tout en étant coopératif, tout en étant à la botte de la France. Il y a eu également une bonne partie de l'élite comorienne qui a voulu vraiment faire ce combat-là, vraiment et réellement. Et cette mouvance a commencé vraiment à prendre forme au courant des années 50. En effet, le Rassemblement démocratique pour le peuple comorien, un parti anticolonialiste inspiré des mouvements progressistes africains, a commencé à militer pour l'égalité avec les citoyens français et une sortie progressive de la tutelle coloniale. Longtemps marginalisé, le RDPC a finalement commencé à connaître une certaine ascension, lente mais certaine sur la scène politique locale comorienne. Mais parallèlement à cela, il faut également le préciser, c'est que le centre administratif colonial, en tout cas de l'archipel, qui était depuis situé à Mayotte, a été déplacé à Grande Comore. Et ça a créé vraiment un mécontentement, une inquiétude chez les Mahorais qui ont manifesté leur désir de rester rattachés à la France. Et ça, c'est un détail qui est très important pour la suite de l'histoire. Quoi qu'il en soit, le RDPC a continué à faire son petit chemin et à devenir vraiment une entité qui avait du poids sur la scène politique locale. Même s'il faut le préciser, ce n'était pas encore suffisant pour éclabousser vraiment le Parti vert. Parce qu'en 1958, quand il a fallu amener la communauté française que vous connaissez tous, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne ici, lors du référendum en tout cas, le Parti vert, bien évidemment enclin à soutenir le colon, a fortement fait campagne pour que l'archipel vote oui pour rester dans la communauté française, pour adhérer à la communauté française, pendant que le RDPC était opposé. Donc, dans ce cadre d'élection-là, le oui l'a emporté, signe que vraiment le Parti vert était vraiment le parti phare. Même s'il faut le rappeler, quand on sait que les colons n'ont pas changé de méthode, dans les colonies, les partis qui étaient, entre guillemets, estampillés, partis modérés, lorsqu'il y avait des élections, étaient soutenus par des méthodes que vous connaissez un peu. Donc voilà. Mais je ne dis pas que c'était le cas, je dis juste qu'il faut avoir ça en tête. Quoi qu'il en soit, à cette époque, en 1958 encore, c'était le Parti vert qui était le parti phare. Mais il faut également comprendre le projet, pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire du continent africain, l'histoire coloniale, c'est que De Gaulle, avec son acolyte préféré, Jacques Foccart, avait pour projet d'accéder aux indépendances avec les sirènes des États-Unis, de l'ONU, de toutes les pressions internationales, mais n'avait pas pour projet d'abandonner les colonies. À partir de cet instant, on a mis en place une politique de néocolonisation qui prônait vraiment des projets politiques qui sous-entendraient que les pays africains ex-colonies feraient encore partie de la grande amitié avec l'ancien colon, feraient encore partie d'un projet de ce type. Concrètement, il y a eu l'Union française qui a muté finalement pour devenir la communauté française, et gare aux pays qui n'adhéraient pas à la communauté française. Vous connaissez un peu l'histoire de la Guinée avec Sékou Touré qui a dit non à la communauté française. Enfin, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il n'a pas dit non à la communauté française, il a dit non à certains termes. Mais quoi qu'il en soit, tous les présidents africains qui ont osé s'opposer à la communauté française l'ont payé à coup de sabotage, de tentatives d'assassinat et de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais revenons aux Comores. Les Comores ont donc voté oui et donc sont rentrés dans la communauté française. À ce stade de l'histoire, le Parti vert est encore le parti phare des Comores. Et donc en 1960-61, quand les pays africains commencent à accéder aux indépendances, les Comores n'en sont pas encore là. Les Comores sont au stade de l'autonomie. C'est à cette même période-là que va naître également un autre mouvement politique appelé l'UDC, l'Union démocratique des Comores, qui est un transfuge vraiment de membres du RDPC et de membres vraiment qui veulent être un contre-coup au Parti vert. Et la scène politique comorienne va commencer à réellement s'animer.
Mais il va y avoir un événement phare qui va totalement rebattre les cartes. Saïd Mohamed Cheikh, patron du Parti Vert, figure emblématique du Parti Vert, celui-là même qui tenait le Parti Vert, est décédé en 1970. Et dès lors qu'il est décédé, ça a totalement bouleversé vraiment l'environnement politique comorien, la domination, l'hégémonie du Parti Vert. En effet, la mort de Saïd Mohamed Cheikh a installé un gros vide et Ahmed Abdallah, jusque-là discret, lieutenant de ce dernier, va commencer à avancer ses pions. Opposé à Saïd Ibrahim, successeur de Mohamed Cheikh, il rassemble d'anciens cadres du RDPC et forme une coalition indépendantiste. Résultat des courses, en 1972, lorsqu'il y a des élections, Ahmed Abdallah, jusque-là discret, jusque-là le lieutenant de Mohamed Cheikh, va devenir le gagnant et va devenir le président du conseil du gouvernement. En d'autres termes, il va devenir la figure emblématique de la scène politique comorienne. Il va devenir le numéro 1 de la scène politique comorienne. Et ça, c'est très important à comprendre. Mais ce qu'il est également important de comprendre, c'est qu'à cette même période, il y a également un autre homme, Ali Swahili, qui a fait ses études en France et qui est revenu avec des idées marxistes, des idées révolutionnaires, des idées anticoloniales, des idées modernistes. Et donc, quand il arrive sur l'île des Comores, qu'il voit qu'il y a une élite locale, des notables qui vivent dans une certaine opulence comparée à la population, quand il constate les inégalités, quand il constate le contexte colonial, bien évidemment que il va commencer à tambouriner, à faire vraiment du bruit pour changer les choses. Mais, comme vous le savez, la politique, ce n'est pas en 2 jours, on va dire. À ce stade-là, il n'a pas encore fait des émules. C'est plutôt au début des années 70 qu'il va commencer à séduire une jeunesse comorienne qui commence à être beaucoup politisée, qui commence à être instruite, qui commence à comprendre vraiment la teneur du combat. Mais Ali Swahili, retenez bien son nom. On y reviendra dans la suite de l'histoire. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'en 1973-1975 vont commencer les négociations entre Ahmed Abdallah, qui est désormais le numéro 1 de la scène politique, et la France pour l'accession des Comores aux indépendances. Et tout ceci va aboutir à un référendum en 1974. Et ce référendum posait une question. Est-ce que l'archipel des Comores veut accéder aux indépendances? Je répète la phrase. Est-ce que l'archipel des Comores veut accéder aux indépendances? Donc, au sortir de ce référendum, les résultats sont sans appel. Plus de 95% des voix disent que les Comoriens, en tout cas l'archipel des Comores, veut accéder aux indépendances. C'est là que commence tout un tas de pratiques plutôt machiavéliques. Il y a un fait qui est indéniable. Les Mahorais, l'île de Mayotte, n'étaient pas enclins à accéder à l'indépendance comme les autres îles. Ça, c'est un fait. Depuis longtemps, ils l'ont manifesté. Et ça a respecté. Cependant, la question de ce référendum était, est-ce que l'archipel des Comores veut accéder à l'indépendance? Et la France, qui ne voulait pas mettre une croix sur son positionnement hautement stratégique dans la région de l'océan Indien, a vu à travers le désir des Mahorais de rester dans le giron français une occasion de ponctionner une partie du territoire comorien et d'en faire vraiment son territoire. Donc, dans ce contexte, au lieu d'analyser les résultats de ce référendum à travers le principe d'indissociabilité du territoire, ils ont commencé à analyser le résultat de ce référendum île par île. Donc, les 3 autres îles ayant voté fortement pour le oui et donc l'accession à l'indépendance, les Français ont considéré que oui, il n'y a pas de souci, vous accédez à l'indépendance. Mais Mayotte a voté à plus de 105% pour un non. Donc, Mayotte va rester dans le giron français. C'est ainsi que Mayotte va rester un territoire français, un département français. Enfin, plutôt un département français. Quoi qu'il en soit, Mayotte ne fera pas partie du territoire de l'archipel des Comores, en tout cas en tant que République islamique des Comores. Très important à comprendre. À partir de ce instant, c'est 2 histoires différentes. Je ne veux pas tergiverser, approfondir ou polémiquer parce que le contexte politique, le contexte social entre les Comores et Mayotte est très tendu jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y a des nuances dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a des variabilités de version dans l'histoire, mais il y a des choses qui sont intangibles. La raison pour laquelle ce référendum a été fait. Cependant, il faut respecter le fait que les Mahorais ne veuillent pas quitter le giron des Français. Ça s'entend. Et les leaders politiques l'ont fait entendre très clairement par la voix de Younoussa Bamana ou encore l'emblématique Zena Nderere, qui ont clairement dit que l'avenir de Mayotte s'écrivait sous le giron de Paris. Et Mahorais, nous marcherons jusqu'au bout. Arbenze signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. M'excusez le terme. Maintenant qu'on a compris tout ça,
il faut maintenant se dire dans la tête que l'archipel des Comores que je vous ai présenté au début de la vidéo avec 4 îles, il faut désormais maintenant continuer la vidéo avec une république, la République islamique des Comores qui comprend 3 îles, la Grande Mayotte, Anjouan et Mohéli. Ce sont ces 3 îles-là qui vont aller aux indépendances, indépendances obtenues en 1975. Le 6 juillet 1975, quand la République islamique des Comores devient indépendante, à sa tête, on a M. Ahmed Abdallah, qui est président. Ce dernier est président. Dès qu'il prend possession de son pays indépendant, il revient à la charge avec l'idée selon laquelle Mayotte est un territoire comorien et ne doit pas rester dans le giron français. Il commence à contester l'idée même de ce référendum, surtout qu'il avait annoncé l'indépendance des Comores globalement. Et ça a titillé la France. À partir de cet instant, on est quand même dans les années 60, période à laquelle la France était à son prime de toutes les manigances sombres sur le continent africain. Je précise encore une fois dans ma vidéo, quand je dis la France, ce ne sont pas les Français, c'est la classe politique française de l'époque en tout cas. Et donc, à cette époque, pratique courante était assassinat, élimination, exécution, renversement de pouvoir dérangeant. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Parce que Ahmed Abdallah dérangeait la France. À partir de cet instant, la France va mettre en place un projet visant à renverser ce dernier. Je répète ma phrase. La France va mettre en place un projet visant à renverser ce dernier et non l'inverse. Parce que dans le narratif qui est dit, c'est qu'un Comorien a voulu renverser un autre Comorien et la France a été passive. Non. Remettons le narratif dans le contexte qu'il faut. Allons en profondeur. En fait, si vous vous rappelez un peu plus tôt dans la vidéo, je vous avais donné un nom, Ali Swahili. Je vous avais dit de ne pas oublier son nom. Ce dernier envisageait depuis longtemps de prendre le pouvoir. À cette même période, la France en avait marre de M. Ahmed Abdallah, qu'il trouvait gênant, du fait même d'ailleurs que ce dernier soit assez proche de certains pays non alignés. Donc ça commençait à être fatigant pour eux. Donc les Français ne veulent plus de Ahmed Abdallah, Ali Swahili ne veut plus de Ahmed Abdallah. À partir de cet instant, ce sont des entités qui ont des intérêts communs qui vont littéralement se rencontrer. Ali Swahili veut renverser M. Ahmed Abdallah. Il en fait part à un Français qui est sur l'île, M. Yves Lebré. Yves Lebré est le patron de Air Comores, la compagnie comorienne. Ce dernier va le mettre en contact avec tout un tas de barbouzes, de personnes peu recommandables en Occident, qui vont lui permettre de rentrer en contact avec un homme, Bob Dinard. On échange quelques mots et il me dit « Ah, j'ai des problèmes avec un de mes clients qui est aux Comores, M. Lebray, Yves Lebray, qui est la compagnie aérienne des Comores. Est-ce qu'il y a... On ne peut pas trouver une solution. » Quelle solution? Il n'y a pas. Oui, il faudrait quelqu'un qui puisse là-bas venir mettre de l'ordre. Je dis « Moi, je ne sais pas, moi j'ai un copain, je vais lui en parler, en pensant à Denard. » J'ai parlé à Denard, ça l'intéressait parce qu'il n'avait rien à faire à l'époque. Ils se sont mis d'accord. Lebray a mis à disposition un peu d'argent et Denard a monté son opération, qui était une opération minimum. Bob Dinard sera contacté et lui-même le dira. Il va expliquer un peu comment toutes ces manœuvres ont été mises en place pour le mettre en lien avec Ali Swahili. En 1975, j'ai rencontré ici un représentant d'Ali Swahili avec M. Lebray, avec M. Sultan Kouzour, l'actuel ambassadeur des Comores à Paris en ce moment. Et nous étions déjà là, j'avais reçu des propositions de M. Lebray. C'était une petite opération de quelques hommes. Les deux personnes se rencontrent par intermédiaire et commencent à mettre en place le projet visant à renverser Mohamed Abdallah. Les fonds sont réunis. La logistique est mise en place. Yves Lebré, qui est patron de la compagnie comorienne, mettra à leur disposition un avion et l'opération sera mise en place. En août 1975, à peine un mois après l'indépendance, ils vont débarquer sur l'île. Ils vont renverser le président au pouvoir. Et en tout cas, ils vont débarquer à Grande Comore, si vous voyez l'équivalent de la capitale, où les pouvoirs politiques sont. Ils vont prendre l'île, ils vont renverser le président. Le président étant absent, qui est à l'île d'Anjouan, ils vont pouvoir prendre possession de l'île en tout cas. Les populations mécontentes de tout ça ne peuvent pas manifester parce que M. Bob Dinard s'est arrangé avant tout ça à recruter des Comoriens,
à les former, à les armer, et ils vont former une milice appelée les Mapinduzi. Donc, clairement, les populations comoriennes n'ont pas intérêt à manifester le mécontentement. Donc, les mercenaires se sont accaparés de l'île de la Grande Comore, mais il faut également qu'ils prennent possession des 2 autres îles, très importantes, dont l'île d'Anjouan, où s'est réfugié M. Abdallah. Et dans les jours qui vont suivre, ils vont lancer des opérations aéroportées, avec encore les avions de M. Yves Lebré. Ils vont débarquer en juin, ils vont capturer M. Ahmed Abdallah et ils vont l'envoyer en France en exil. Après tout ce petit manège-là, M. Haïli Souaïli va prendre le pouvoir. Après un coup intérim du prince Saïd Mohamed Jafar, en janvier 1976, Ali Souaïli devient le président des Comores. Voilà un peu toute la manigance. Et fait très important, vous devez vous dire, mais c'est quoi cette facilité déconcertante des avions étrangers qui arrivent sur un territoire, qui envahissent? Déjà, premier point, c'est qu'à cette époque, les Comores, comme de beaucoup de pays africains, n'avaient réellement pas d'armée. Quand armée il y avait, c'était des armées qui étaient supervisées par des Français. Et là, la gendarmerie française qui était là a étrangement été passive, aveugle, n'a pas vu tout ça venir. Signe que la France, les services secrets français étaient bien au courant. Et même dans le procédé, ça en dit long quand vous connaissez le président qui était à la tête de la France à cette époque, un certain Valéry Giscard d'Estaing. Je dis ça parce que dans les manières de faire, dans les signatures d'opérations, c'est comme ça qu'on arrive à voir un peu qui est derrière certaines opérations. Rappelez-vous, 4 ans plus tard, en 1979, en République centrafricaine, Valéry Giscard d'Estaing, le même, a diligenté une double opération pour renverser son ex-meilleur ami, son ex-frère, Bokassa. Une opération en cours de laquelle on a envoyé des parachutistes français qui ont délogé Bokassa, qui n'était pas là d'ailleurs, et qui ont envoyé dans leur avion le nouveau président, M. David Dacko. Même procédé, même président, bref, vous l'avez compris. Quoi qu'il en soit, M. Abdallah a été renversé, il a été expédié en France, et M. Souaïli a pris le pouvoir. Mais fait très important, c'est que Bob Denard a profité également pour visiter l'île. Je vous ai dit que les Comores, c'est paradisiaque, c'est beau. Bob Denard, il faut connaître le spécimen. C'est un homme qui a traîné sa bosse au Katanga. C'est un homme qui a traîné sa bosse sous le régime de Mobutu. Mobutu l'a jacté, il a dû fuir. C'est un homme qui est passé au Biafra, où il s'est fait jacter également. C'est un homme qui est passé au Gabon, qui était son endroit de villégiature, d'où il faisait ses opérations dans la sous-région. Et depuis le Gabon, il a été impliqué dans l'assassinat de certains opposants comme Jememba. C'est un homme qui a traîné sa bosse en Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a traîné sa bosse en Angola. Bref, vous l'avez compris, il est passé un peu partout. Et quand il voit les Comores, c'est l'occasion pour lui de se dire, c'est beau, je peux en faire ma base arrière. Mais pour l'instant, j'ai une mission, je dois envoyer M. Ahmed Abdallah de l'autre côté, en France. Donc, et il commence à collaborer avec Ali Souaïli, qui était censé être un président docile, gentil, complaisant vis-à-vis de la France. C'était le plan de la France. Sauf que Ali Souaïli avait un caractère assez autoritaire. Il a commencé à emprisonner les opposants. Il a commencé à faire des brimades à l'encontre du peuple, même s'il faut le préciser, cet homme a fait quand même beaucoup de choses. Des infrastructures, des exportations de produits vivriers importants. Concrètement, il faut être objectif, il a eu un caractère autoritaire, mais ça ne dérange pas la France. Si vous connaissez un peu ça, la France-Afrique, un président autoritaire, ce n'est pas forcément dérangeant. C'est quand il commence à aller dans le sens contraire des intérêts de la France que ça pose problème. Donc il a eu son caractère autoritaire, mais il avait une doctrine maoïste, marxiste, qui voulait une révolution. Donc ça allait avec ses bons côtés. Donc il a vraiment, en termes social, économique, politique, il a fait de bons changements. Mais globalement, son régime a été marqué par des brimades, des caractères autoritaires, des dérives démocratiques. Mais les problèmes ont commencé quand, je vous ai dit, qu'il a une vision marxiste. Quand il a commencé à se rapprocher de certains pays, quand il a commencé à avoir une doctrine marxiste. Et ça dérangeait beaucoup. Parce que Bob Denard, avant d'être un mercenaire qui aime l'argent, c'est un homme qui est proche des milieux gaullistes. C'est un homme qui est proche des milieux droitistes. Donc, il a idéologiquement un pied ancré dans la doctrine anticommuniste, anti-marxiste. Et ça va mettre de l'eau dans les gaz entre le président Ali. Et donc, les contacts seront rompus. Il décide donc de quitter l'île de Comores, mais en ayant dans la tête l'idée de revenir dans cet endroit qu'il a tant séduit, qui quitte l'île. Mais je précise une chose, il ne faut absolument pas se leurrer. L'histoire des communistes, l'histoire des marxistes, c'est totalement faux. La vérité, c'est que
l'île des Comores est hautement stratégique. On la décrit comme une île volcanique, un archipel comme ça, volcanique, mais non, c'est un endroit hautement stratégique qui est plein pied dans l'océan Indien, qui a une ouverture sur le canal du Mozambique. Donc, on peut passer par là pour faire du commerce, on peut passer par là pour avoir des bases militaires, donc c'est hautement important pour la France. Donc, derrière la Libye de lutter contre le communisme à cette époque-là, qui avait été donné, le rôle gendarme qui a donné à la France a un projet bien plus important, asseoir son idée d'impérialisme, continuer sa politique de néocolonisation. Bref, à partir de cet instant, M. Bob Dina quitte l'île des Comores. Il va recontinuer un peu son petit boulot de mercenaire. Et là, il retourne au Gabon. Sauf que, si vous vous rappelez dans une vidéo dont je vous ai parlé ici, l'opération Crevette que vous retrouvez quelque part ici, on avait prévu en 1977 de renverser M. Mathieu Kérékou, président du Bénin. Ils ont eu le financement venu du Maroc, venu de la Côte d'Ivoire, venu du Gabon, venu de nombreux pays, venu de la France, pour renverser Mathieu Kérékou. A été mise en place une opération, l'opération Crevette, dont la base arrière était Libreville. Ils se sont entraînés au Maroc. Bref, l'opération a été lancée, sauf que ça a été une déculottée monumentale. Bob Dina a dû fuir en laissant même sa serviette et tout ce que vous pouvez imaginer pour retourner au Gabon. Après ça, il est retourné à Paris. Donc, quand il sort de cet échec en 1977, en janvier 1977, il cherche un peu un point de chute. Et les Comores, ça lui reste à la tête. À cet instant, il y a 3 entités qui ont 3 intérêts communs. Vous avez la France, qui commence à être vraiment agacée du fait que M. Ali Mohaili commence à faire le révolutionnaire, à faire le marxiste. Vous avez Bob Dina, qui a été séduit par les Comores et qui envisage réellement de revenir là et de s'implanter là. Et vous avez M. Ahmed Abdallah, qui a été exilé en France, qui a été exilé, qui a été dépossédé de son pouvoir, qui est riche. À partir de cet instant, ces 3 entités vont rentrer en commun et vont œuvrer pour atteindre leur but commun. En fait, en février 1977, Ahmed Abdallah invite Bob Dina au restaurant et il lui propose un projet. Renverser Ali Mohaili. Je sais, c'est bizarre, hein? Celui qui m'a renversé, je le contacte pour renverser notre président. Je sais, c'est bizarre, mais c'est la réelle politique, on va dire. Et je ne peux pas vous dire la teneur du contrat, la teneur des engagements, mais ce que je peux vous dire, c'est que la suite des événements est pour le coup très loufoque, très malsaine. Parce que Bob Dina est avant tout un mercenaire. Il n'a pas vocation à mettre un iota dans une opération. Et une opération d'une telle envergure, renverser M. Ali Swahili, ce n'est pas pareil en 1975. Les choses ont changé. Il y a quand même un semblant d'armée maintenant. Et ce genre d'opération, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. À partir de cet instant, Bob Dina, qui est simplement un mercenaire, va commencer à y mettre de sa poche. Il va hypothéquer certains biens. Il va créer une entreprise géologique factice. C'est lui-même qui le dit. Et avec cette entreprise géologique, il va acquérir un bateau à l'Orient, il va renommer ce bateau Antinéa, et à partir de là, vont commencer un voyage en direction des Comores. Et bien évidemment, Oudéo dit pourquoi le bateau et pas l'avion comme avant, bah, c'était la discrétion. Il pouvait arriver en toute discrétion, sans bruit. Et donc commence un voyage de pratiquement 23 jours, direction la Grande Comore. À bord du bateau, des mercenaires, environ une cinquantaine qu'il a recrutés. Il a eu l'argent, il a eu le financement, il a eu les armes, il a eu tout ce qu'il faut. Et direction la Grande Comore pour aller renverser le président qu'il a lui-même mis au pouvoir. Donc, aux environs de 2 h du matin, le 12-13 mai 1978, ils arrivent à la Grande Comore. Bien évidemment, sans aucune résistance réelle, il y a eu quelques petits affrontements. Ils prennent possession du pouvoir, ils arrêtent Ali Mohaili et dans les jours qui vont suivre, ils sont accueillis vraiment comme des héros. Les populations vont sortir parce que les populations en avaient marre du régime de Ali. Se met à rêver à être vraiment un Comorien. C'est très important à voir dans le narratif. Hein. Et donc, à partir de cet instant, M. Ahmed Abdallah revient au pouvoir. Il est installé, il appelle Bob Dina son frère, il va le décorer, il va lui donner la nationalité comorienne, il va même lui arranger un mariage avec une Comorienne, il va lui donner des terres. Bref, Bob Dina est en train de prendre possession des Comores. Très concrètement. Et quand on sait que dans l'impérialisme, dans la vision néocoloniale, l'insatiabilité est un caractère indissociable, on comprend que la suite des événements sera très tragique. Quoi qu'il en soit, Bob Dina prend ses positions et il ne chôme pas parce qu'il va mettre en place une gendarmerie, une police, il va mettre en place une garde présidentielle, très important pour la suite de la vidéo. Donc, les Comores sont désormais dirigés officiellement par M. Ahmed Abdallah,
mais c'est une bête à 3 têtes, en fait. Il y a Abdallah, il y a la France, et il y a surtout Bob Denard, qui va prendre beaucoup de place sur l'île. Mais parlons un peu de Ali. Il a été arrêté et emprisonné. Chose bizarre, 2 semaines après le coup d'État, Ali est assassiné dans des conditions plutôt floues. On lui a tiré dessus. Voilà. Qui l'a assassiné, on ne saura jamais. Pourquoi on l'a assassiné? Version officielle, il a tenté de s'échapper. Voilà un peu ce qui est dit. Mais je pense que vous n'êtes pas des enfants. Vous devinez bien qui est derrière tout ça. Vous avez votre petite idée, je vous laisse supputer de votre côté. Donc, on est déjà à quoi? 3 ans après l'indépendance, 2 coups d'État, un président assassiné, des mercenaires qui ont fait des Comores leur petit endroit de villégiature. Voilà les couleurs qui sont annoncées. Et le pire reste à venir, les amis. Quoi qu'il en soit, maintenant que les Comores sont dirigés par une bête à 3 têtes, essayons de voir ce que cette cohabitation allait donner. En fait, une fois que M. Ahmed Abdallah arrive au pouvoir, il a une totale confiance à Bob Denard, qui veille à sa sécurité, qui a mis en place une garde présidentielle, qui a mis en place une police, qui a mis en place tout un tas d'organes sécuritaires, qui travaille même à mettre des infrastructures, à améliorer un peu le quotidien comorien. Bref, tout s'annonce bien. Laissez-moi boire un peu de jus d'orange parce que ma gorge est un peu sèche. Vous savez, quand je bois du jus d'orange, c'est que la suite n'est pas bien. Et donc, Bob Denard commence à avoir beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance. Donc, il s'oublie même à se considérer comme un Comorien. Il a une nationalité. J'ai l'intention de m'établir définitivement ici en tant que Comorien à part entière. Il s'oublie à se considérer comme un officiel du gouvernement. Il en est un. Sauf qu'à l'extérieur des Comores, ce n'est pas forcément le cas. Les Africains n'apprécient pas tout ça. En tout cas, une bonne partie des Africains, parce qu'il y a beaucoup de présidents qui étaient à la botte des Français, donc vous pouvez imaginer le décor. Ce qui nous amène à un événement majeur, le sommet de l'OUA. En effet, en juillet 1979, il y a un sommet de l'OUA. M. Ahmed Abdallah arrive en tant que délégation comorienne, et au sein de la délégation, Bob Denard s'emmène. Et là, ce sommet qui se déroule à Monrovia, c'est le scandale. De nombreux présidents africains disent que si Bob Denard est dans la salle, eux ne resteront pas. Parce que c'est inadmissible. C'est du néocolonialisme pur et dur. Et je suis sûr que ce sont des présidents anglophones, pas francophones. Bref. Et Bob Denard est contraint de quitter la salle. C'est un premier affront. Et cet affront va mettre aux yeux du jour des manigances qui étaient censées être vraiment cachées. Parce que je rappelle qu'à cette époque, ce n'est pas Jacques Foccart qui est à la tête de la cellule africaine de l'Élysée. C'est M. René Joniac. Pour l'un de Jacques Foccart, mais ce n'est pas Jacques Foccart. Et René Joniac va faire comprendre clairement à Bob Denard, qui lui avait fait comprendre déjà en 78, 77, qu'il fallait qu'il soit discret. Et qu'il arrête d'être officiellement en tenue, d'être dans les photos officielles, parce que c'est très important pour la France d'être là sans être là. Donc, à partir de cet instant, la France, déjà qui était assez réticente à soutenir les œuvres de Bob Denard après avoir réalisé ce qu'il voulait, coupe les ponts. Ils arrêtent même les petits financements qu'ils envoient à la garde présidentielle. Parce que la garde présidentielle, c'est énergivore en termes de finances. Donc Bob Denard se retrouve dos au mur. Certes, la garde présidentielle, il la finance avec des ponctionnements dans les ressources du pays, mais ça demande beaucoup d'argent, surtout s'il veut asseoir son emprise et son influence. À partir de cet instant, un autre pays va faire son entrée dans l'histoire des Comores. Et ce pays, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud de l'apartheid. Alors, je mets les choses en contexte. On est en 79-80. En plein dans l'apartheid, l'Afrique du Sud est enclin à des guerres avec des pays aux alentours. Sur la scène internationale, le pays est isolé, embargo sur les armes. Au sein de l'Union africaine, on ne veut pas entendre parler de l'Afrique du Sud. Et là, Bob Denard représente un véritable hub de connexion pour l'Afrique du Sud avec le monde extérieur, avec des possibilités inimaginables. Donc les Sud-Africains, à travers un intermédiaire, à travers un diplomate sud-africain appelé Glenn Babb, vont commencer les négociations. Le deal est très simple. Bob Denard a besoin d'argent et d'armes pour financer sa garde présidentielle et financer d'autres projets dont on parlera plus tard. L'Afrique du Sud va lui donner ses armes, qui sont des armes d'occasion qui ont été récupérées sur d'autres fronts en Angola et partout. Et l'Afrique du Sud va lui donner de l'argent. En échange, Bob Denard va permettre aux Sud-Africains d'utiliser l'archipel des Comores comme un point où ils pourront faire passer en soum-soum
des armes qu'ils auront achetées pour contrecarrer l'embargo qui régnait. Bien plus important, les Sud-Africains pourront installer des stations d'écoute sur le territoire comorien pour pouvoir assouvir leurs petites besognes, on va dire. Au début, ce n'était que des relations au niveau des militaires. Et en 1982, les militaires m'ont mis en contact, en relation avec les affaires étrangères, et ça a apporté un plus aux Comores dans le cadre d'autres budgets qui ont été apportés, mais toujours en passant par la garde. Le deal est acté. Bob Denard reçoit l'argent. La garde présidentielle passe d'environ plusieurs dizaines de personnes à 500 hommes. Ils reçoivent des armes, ils reçoivent des pick-up, ils reçoivent des bazookas, tout ce que vous voulez. Les Sud-Africains font leur petit business. Tout le monde est content. Mais ce financement va permettre à Bob Denard de devenir encore plus puissant au sein de l'île. Il va construire des complexes hôteliers. Il va construire il va mettre en place des investissements. Officiellement, il va commencer à faire des choses pour le bien-être des Comoriens, l'eau, l'électricité, il va commencer à faire des travaux. Mais en vérité, c'est plus pour assouvir son besoin de confort, assouvir son besoin de créer des investissements, pour accueillir des touristes, tout ça pour renflouer ses poches. Très important. Donc Bob Denard est en train de faire des Comores, de l'archipel des Comores, en tout cas de la République comorienne, un Bob Denard. Il veut y couler une retraite douce. Il veut littéralement devenir l'homme qui dirige les Comores. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et ça commence à être de plus en plus pesant. Les populations comoriennes commencent à se plaindre du fait que les mercenaires de Bob Denard sont sans foi ni loi, font la loi, sont au-dessus de la loi, sont vraiment trop présents dans l'espace comorien, on va dire. Et toute cette collaboration entre Bob Denard et l'Afrique du Sud, lui-même l'a dit dans un documentaire. Il a clairement explicité tout ça. Le symbole même de l'omniprésence de Bob Denard sur l'île et de ses deals opaques avec l'Afrique du Sud, c'est sa ferme, la ferme de Sangani. Une ferme qui va servir de station d'écoute pour Pretoria, mais qui officiellement sert de ferme, hein, parce qu'on y fait du riz, on y fait de la vanille, on y fait de la contrebande, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais officiellement, c'est une ferme, très clairement. Mais les Sud-Africains ont leur station d'écoute, font leur petite magouille, et Bob Denard est content. Et là, vous devez vous demander, mais que devient la France dans tout ça? Eh bien, tout ça, ça arrange la France en vrai. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'à cette même période, la guerre d'Angola passe au plein. Jonas Savimbi est soutenu par l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud seule ne peut pas soutenir Jonas Savimbi. En fait, Jonas Savimbi est soutenu par des pays occidentaux. À un certain moment, la France l'a soutenu, à un certain moment, la France ne l'a pas soutenu, mais à cette époque, la France l'avait soutenu. Et le soutien français, les armes françaises, les financements français passaient par les Sud-Africains. Donc ça arrangeait un peu les Français que Bob Denard soit là. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer. Parce que Bob Denard veut même pousser Ahmed Abdallah à signer avec l'Afrique du Sud un deal qui leur permettrait d'avoir une ambassade aux Comores. Quand on sait qu'à cette période, l'Afrique du Sud était persona non grata, Ahmed Abdallah fait le déplacement. Il rencontre les autorités pro-apartheid, c'est quand même hallucinant. Hein? Il les rencontre, mais il n'est pas convaincu. Il ne veut pas signer le deal d'ambassade. Ils auront l'autorisation d'avoir une sorte de bureau sud-africain aux Comores, mais pas d'ambassade. Ahmed Abdallah commence à déranger Bob Denard, parce que Bob Denard a de grands projets et il commence à être dérangeant. Autre point, Ahmed Abdallah sent que Bob Denard commence à être trop envahissant. Et il appelle en France, il appelle la cellule africaine de l'Élysée, il appelle qui de droit pour faire comprendre que Bob Denard commence à être trop dérangeant et il faudrait vraiment que vous rappeliez votre chien. Sauf que, chose bizarre, cette démarche est passée entre les mailles du filet, les services secrets en ont fait écho à Bob Denard, et comme par hasard, Bob Denard était au courant. Vous allez comprendre un peu plus tard dans mon analyse pourquoi les Français ont fait exprès de faire fuiter cette information. À partir de cet instant, Bob Denard était sur la défensive. Il comprend qu'on veut l'éjecter des Comores. Les Comores qui sont pour lui son pays, qui sont pour lui son royaume, et lui qui envisage d'être même le roi des Comores. C'est une figure de style. Hein. Et donc ça pose un vrai problème. À partir de cet instant, commence à avoir des tensions entre Bob Denard et son ancien acolyte Ahmed Abdallah. Et ces tensions vont aboutir en novembre 1989 à l'assassinat de monsieur Ahmed Abdallah. Dans des conditions, pour le coup, très loufoques. Pour le coup, très glauques. Pour le coup, très flou. Je m'explique. Le 26 novembre 1989, Ahmed Abdallah est assassiné dans son bureau. Et au moment de l'assassinat, il y a 4 personnes. 2 mercenaires, un garde de monsieur Ahmed Abdallah
et bien sûr Bob Denard. Et selon la version de Bob Denard, ils auraient entendu des coups de feu, donc une tentative de coup d'état des soldats de M. Ahmed Abdallah, et ils seraient venus voir M. Ahmed Abdallah pour lui faire comprendre que il y a un coup d'état qui se prépare, il faudrait que tu signes une ordonnance qui nous permettrait de prendre position, et qu'une dispute aurait éclaté, les voix seraient montées, et que le gars du corps de M. Ahmed Abdallah aurait entendu ça, il serait rentré, et il aurait tiré, et M. Ahmed Abdallah, il serait mort. Et lui et ses gars ont riposté, et le garde du corps de M. Ahmed Abdallah serait mort. Cette version, pour le coup, très loufoque, a été bien résumée par son côté incongru par le fils de M. Ahmed Abdallah. Il dira dans une vidéo ceci. Vous savez, je n'étais pas dans la pièce. Mais la réponse, vous l'avez. Il y avait 2 Comoriens dans la pièce. Et 3 Français. Les Français en sortent vivants. Et les 2 Comoriens morts. Et on veut faire comprendre, c'est faisable, hein, c'est possible, que les 2 Comoriens se sont entretués. On veut faire comprendre et admettre, ils se sont entretués, et ceux qui avaient la garde d'un des Comoriens n'a même pas été blessé. Aucun. Donc la réponse, je ne l'ai pas, je n'étais pas dans la pièce, mais ça me paraît bizarre. Le plus troublant même, c'est la suite des événements. Bob Denard avait dit que il y avait la rumeur selon laquelle... Non, même pas la rumeur. Bob Denard avait dit que l'armée était en train de préparer un coup d'état contre M. Ahmed Abdallah. Donc quand ce dernier a assassiné, pour attester cette théorie, il va à la traque du chef de l'armée, M. Maïma Ahmed. Et ce dernier n'était même pas là, hein. Il était celui d'Anjouan. Donc on va aller sur lui d'Anjouan. Sa maison sera frappée par une roquette. On va finalement l'appréhender. Histoire vraiment d'attester que en fait c'était le Comorien qui voulait assassiner M. Ahmed Abdallah, et que finalement cette tentative d'assassinat a mal tourné et que le gars du corps a été assassiné. Un peu loufoque tout ça. Ok? Quoi qu'il en soit, après l'assassinat de M. Ahmed Abdallah, après l'arrestation du chef de l'armée, les Français satisfaits un peu de tout ça, mais dérangés par le bruit que ça fait, vont envoyer des soldats français dans le but de mettre en sécurité les ressortissants français, mais surtout d'appréhender Bob Denard. Après des négociations âpres, il sera appréhendé et il sera expédié en Afrique du Sud, où il sera contraint de faire une petite retraite sans bruit. Mais je vous avais dit qu'on a analysé un peu tout ça. J'avais lu il y a cela quelques années un livre, je vais chercher le livre, je vais le mettre en source, où il était expliqué concrètement que c'était les services secrets français qui avaient fait fuiter l'information selon laquelle M. Ahmed Abdallah était en train de faire toutes sortes de démarches pour évincer Bob Denard du pays. Mon analyse est la suivante. Ça n'engage que moi. C'est une hypothèse, ce n'est pas une accusation. Je reste convaincu que c'est l'État français qui a fait fuiter cette information volontairement. Parce qu'en faisant ça, il connaissait le profil de Bob Denard. Il connaissait l'attachement qu'il avait pour les Comores. Et il connaissait l'envie de ce dernier de ne pas quitter les Comores. Et il savait que ce dernier était prêt à tout. En faisant fuiter cette information, c'était de pousser Bob Denard à éliminer Ahmed Abdallah. Parce qu'il faut remettre les choses en contexte. On est en 89, à l'aube de la fin de la guerre froide, à l'aube d'un monde nouveau où la tenue des gendarmes donnée à la France de lutter contre le communisme sur le continent africain et qui cède à Libye pour faire de sales besognes ne tient plus parce que la guerre froide finit dans quelques mois. Et donc, il faut absolument arrêter, éliminer, évincer certains acteurs phares, certaines barbouzes qui font trop de bruit comme Bob Denard. Mais en même temps, il faut éliminer des présidents qui ne feront plus l'affaire de la France quand le monde nouveau va arriver. L'après-guerre froide, où la France devra rester sur le continent africain, mais avec des présidents beaucoup plus malléables. Et Ahmed Abdallah ne l'était plus trop. Donc là, c'était jackpot. Ils ont réussi à arrêter Bob Denard et ils ont réussi à faire éliminer Ahmed Abdallah. Bob Denard quitte l'île des Comores, il va en Afrique du Sud. En 93, il revient à Paris pour son jugement dans le cadre de l'opération Crevette au Bénin. Procès au cours duquel tous les services secrets français pratiquement viennent témoigner en sa faveur.
Au final, il est condamné à 5 ans de prison avec sursis, comme on continue toujours ici, hein, avec sursis. Donc il est libre. Et c'est là que l'histoire de Comores devient encore plus troublante. Je dis bien plus troublante. Vous vous rappelez du fils de M. Abdallah, qui disait dans la vidéo que 2 Comoriens sont morts et 3 Français ne sont pas morts. Donc il supputait que la mort de son père serait peut-être l'idée de Bob Denard. Il supputait. Ce dernier va faire appel à Bob Denard pour venir renverser le président des Comores de l'époque. Parce que ses 2 frères auraient tenté de faire un coup d'État, ils ont été arrêtés et emprisonnés. Et ce dernier il dit dans une vidéo qu'il n'a pas fait ça de gaieté des cœurs. Quoi qu'il en soit, il arrive à convaincre Bob Denard de revenir aux Comores faire un coup d'État. Donc en 94, 95, si je ne me trompe pas, je n'ai plutôt la date en tête et je n'ai pas de prompteur, donc les amis, donc voilà. En 94, 95, le coup d'État en préparation. Bob Denard reçoit les fonds. C'est une opération qui coûte pratiquement 2 millions d'euros. Certes, la famille Abdallah est très riche, mais pas assez pour financer tout ça. Donc les fonds proviennent de la famille Abdallah, les fonds proviennent de où sais-je, mais les fonds proviennent des services secrets français. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un membre du commando de Bob Denard qui le dit. Il y a 2 origines, en tout cas connues, celle des frères Abdallah, celle du prince Kamel, et la troisième, bien, ce sont des fonds secrets des services. Donc ça montre clairement que même encore dans cette opération, la France était complice. L'opération est lancée, comme toujours avec une facilité déconcertante. Bob Denard débarque sur l'île, fait le coup d'État, renverse le président qui était au pouvoir, libère les frères du fils de Abdallah. Tout le monde est content. Mais cette opération, on n'est plus dans la guerre froide. Cette opération dérange beaucoup. Alain Juppé, à l'époque, Premier ministre, dira qu'il n'y aura pas d'opération française, qu'il n'y aura pas d'intervention, mais ça commence à faire beaucoup de tollé. Finalement, une opération française est diligentée, Bob Denard est arrêté. Et l'histoire des Comores a continué d'instabilité en instabilité. Jusqu'à présent, c'est encore compliqué. Cette vidéo, vraiment, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, parce que je ne parle pas des présidents qui sont encore en activité, vous le savez très bien, sauf Snell. Cette vidéo avait pour but de vous montrer, une fois de plus, un cas d'école de la France-Afrique. Je sais que souvent vous avez tendance à vous oublier, à dire certaines choses, mais il faut comprendre d'où on vient. C'est la raison pour laquelle j'avais fait la vidéo sur Ibrahim Traoré, que certains ont interprété comme une vidéo partisane pour Ibrahim Traoré, que d'autres ont interprété comme une vidéo pas assez partisane pour Ibrahim Traoré. Je ne suis pas là pour faire l'apologie d'un politicien que ce soit. L'idée de la vidéo était très claire. Ibrahim Traoré, je ne sais pas s'il est bon président ou pas bon président. Ce que je dis, c'est que c'est aux Africains de décider qui sera président ou pas. Ce n'est pas une entité extérieure venue de France ou de où sais-je, de venir enlever un président et de décider de qui sera président. Parce que le cas du Comores est un cas d'école. Une fois que ça commence à se donner le droit de venir enlever des présidents africains, c'est une succession de faits que vous n'imaginez même pas. Et des cas comme ça en Afrique, il y en a beaucoup. La République centrafricaine est un pays aujourd'hui qui est à l'agonie. Parce que pendant longtemps, c'était le terrain de jeu de la réelle politique française. Après, vous voyez les choses comme vous voulez. Mais en tout cas, cette vidéo était très importante. Je suppose qu'il y aura des Comoriens qui vont venir en commentaire pour apporter des éclaircissements. Je suppose également qu'il y aura des commentaires du style « J'ai vécu aux Comores dans les années 50-40 et de souvenirs, Bob Denard avait construit une grosse maison, il était tout gentil, cet homme était incroyable, les Comoriens l'appréciaient. » Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire, les amis. Faites très attention au narratif. Faites très attention au narratif. Je dis toujours qu'il y a une analogie qui représente bien tout ça. Imaginez, vous avez une maison, quelqu'un rentre dans votre maison, assassine votre père de famille, assassine votre mère de famille, commet des abus sexuels et profite pour faire quelques peintures, quelques ravalements de façade. Et comme il a fait quelques ravalements de façade, pour le coup, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Faites très, 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 très attention. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. Maintenant, je fais des vidéos de pays parce que c'est ce que j'ai toujours fait sur cette chaîne. On va faire d'autres pays de l'Afrique de l'Est, on va faire d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ne vous inquiétez pas, on y travaille. Mais de temps en temps, j'essaie quand même de faire des vidéos d'analyse des situations sur le continent africain.
Et là, je suis en train vraiment de préparer une série de vidéos sur l'arrivée de puissance sur le continent africain. Parce que c'est bien facile de tirer sur la France, mais actuellement sur le continent africain, il y a d'autres puissances qui arrivent. Et ce serait très important qu'on essaye vraiment d'éclaircir la lanterne de beaucoup de nos compatriotes africains sur les réels intérêts de ces partenariats. Pour que demain, on ne se dise pas « Ah, on s'est fait avoir une deuxième fois ». Parce que je vois beaucoup de discours où on idéalise certains pays. Faites très attention. Ne serons pas dans l'émotion. Personne n'est ami de l'Afrique. On doit se mettre dans une posture de partenariat. Et moi, sur cette chaîne, je vais faire des vidéos. On parlera de la Chine, on parlera de la Turquie, on parlera de l'Inde, on parlera des instances internationales financières, soi-disant qui sont là pour lutter contre la pauvreté en Afrique. On parlera des ONG. Je vais faire une série de vidéos comme ça. Que ça plaise à certains ou pas, je vais le faire. Je sais qu'actuellement, même moi, j'encense beaucoup l'AES, mais j'entends beaucoup de choses où on encense certains pays qui sont venus, qui sont des... On va faire des vidéos sur ça. Ok? Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. Et puis, n'oubliez pas, on est sur Twitch. Jeudi prochain, on fera un live sur Twitch. On parlera de la communauté libanaise en Afrique. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir sur Twitch jeudi prochain à 21h30 heure de France. On fera un live. C'était pas pour insulter quelqu'un. On parlera. Vous pourrez appeler pour donner votre témoignage. On pourra analyser ensemble les tenants, les aboutissants de cette arrivée sur le continent africain, les impacts. Ce sont des débats constructifs sur Twitch. On discute. Twitch, c'est très simple. Vous installez l'application, on y fait des lives. J'ai choisi volontairement de ne pas faire des lives sur YouTube et TikTok parce que je ne veux pas des lives où il y a de la masse et on parle dans tous les sens et ça donne droit à une ouverture dans tous les sens. Les lives sont faits. Une fois qu'ils sont faits, compliqué d'avoir accès aux vidéos. Comme ça, vous pourrez parler en toute liberté. C'est voulu. Donc, si tout ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.